MOOC. Dans ce petit voyage dans la noosphère auquel je vous convie, je vous convie à un voyage dans le No Museum, nous allons aborder en virtuel, donc je vous conseille vous de m'accompagner en même temps que je vais vous expliquer tout ça, nous allons aborder différents moments emblématiques de l'évolution de notre histoire, de notre histoire depuis alors, ce que j'appelle la préhistoire de la cyberculture, c'est-à-dire depuis la préhistoire jusqu'à l'apparition de la cybernétique et de l'invention de la cybernétique par Norbert Wiener. Et donc on va aller sur différents moments que je considère comme emblématiques qui annoncent la modernité dans laquelle nous sommes. Donc ça va depuis l'apparition de la vie, les peintures rupestres, l'apparition des peintures rupestres, les grands mythes, l'apparition des grands mythes et l'influence des grands mythes, de certains grands mythes dans notre évolution, la relation avec l'art, avec la création artistique. Nous ferons une petite escale chez Velázquez pour voir les mystères cachés derrière le tableau des Ménines. Et puis, à part quelques autres petits passages, en particulier au XIXe siècle, chez, comment il s'appelle déjà, Théophile Gautier, nous terminerons cette première partie, parce qu'il y en aura d'autres, sur l'invention de la cybernétique par Norbert Wiener en 1948. Alors, je prends la Wii, qui va me permettre de nous déplacer dans cet univers, et je lance, voilà, on va atterrir. Alors là, on va atterrir sur le bateau violon. Le bateau violon qui est un des bateaux, un des navires qui me permet de voyager dans mon univers imaginaire, qui est l'univers des récifs que j'ai imaginé il y a 30-40 ans, qui est un univers de rochers qui dérivent dans les airs, peuplé de dragons et de vaisseaux spatiaux. Et là, vous voyez, aux commandes du bateau violon, si on appuie sur C, si vous appuyez sur C, vous changez de caméra, vous voyez Kubernan. Kubernan, le pilote du navire. Donc Kubernan, c'est le nom qui va inspirer la cybernétique. Le mot cybernétique vient de Kubernetes, kubernetiquer. Ça veut dire le pilote du navire, c'est la science du commandement. Mais on va y revenir un peu plus tard. Donc là, on va aller à la proue du navire. Donc vous pouvez vous déplacer avec les touches du clavier, avec les flèches du clavier. Vous voyez, voilà, vous avez la plateforme vers laquelle on aborde. Et dès qu'on aura accosté, voilà, on a accosté, on peut passer sous l'arche et passer au niveau suivant. Donc il y a une succession de niveaux. On va zapper assez rapidement les différents niveaux. Et vous voyez, il y a les téléporteurs qui sont là, qui sont assez caractéristiques avec leurs effets graphiques. Donc j'ai entièrement designé tout cet univers-là. La première version était d'ailleurs faite avec le jeu Unreal Tournament. Là, ça a été développé avec Unity. Et nous allons directement aller, je ne vais pas m'arrêter à tous les tableaux pour aller assez rapidement. Je vais passer de niveau en niveau. Et là, vous voyez, voilà, on arrive à la création de l'univers. On arrive au moment où on va avancer de façon chronologique dans l'histoire de l'univers et de l'humanité, du vivant. Et donc là, il y a les milliards d'années qui se passent, les milliards d'années qui se passent où l'univers se crée, apparition de la Voie lactée, apparition de la Terre, etc. Et après plusieurs milliards d'années, donc c'est une sorte d'échelle logarithmique au niveau du déplacement, on voit apparaître, après plusieurs milliards d'années, la vie. La vie apparaît sur Terre. Elle a mis 300 millions d'années à apparaître à partir du moment où l'état était propice à l'apparition de la vie, l'état de la matière. Et en particulier, vous voyez ici, j'ai représenté, si vous voyez sur C, vous rentrez en caméra subjective, j'ai représenté l'ADN, avec un icône, une image que j'ai dessinée, qui est une allégorie du sens de la vie, où on voit un personnage émerger des profondeurs de l'océan et qui se transforme en biomécanique pour atteindre les étoiles, en suivant la spirale symbolique de l'ADN. Alors l'ADN est important parce que pour beaucoup, c'est considéré en fait comme un système de transmission de l'information. L'ADN transmet de l'information biologique qui se transmet et qui se complexifie. À partir de là, j'ai tendance à dire, j'ai un aphorisme un peu provocateur qui est de dire la vie n'existe pas. La vie, c'est de la matière informée. C'est-à-dire que le système de l'ADN, alors c'est un des grands mythes. C'est pour ça que je m'arrête un petit peu sur l'ADN là maintenant. Notre civilisation, c'est la civilisation de l'information. On parle beaucoup d'information. Et en particulier, on va parler d'information même au niveau du vivant. L'ADN,
est un vecteur qui utilise qui a un système qui permet de transmettre de l'information. Alors qu'est-ce que c'est l'information? Eh ben, c'est pas juste le showbiz, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe dont on se rend compte qu'il est présent dans la structure même du vivant. Et quand je dis la vie n'existe pas, elle est immatérielle. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que ce qui a fait la vie, les premiers êtres vivants qu'il y a eu sur la planète, n'existent plus en tant qu'êtres vivants. Ils se sont fossilisés, c'est devenu de la matière plus ou moins inerte. Il y a déjà une forme de vie aussi, mais extrêmement lente, extrêmement différente de ce qu'on peut appeler ce qui caractérise la vie telle que nous la connaissons actuellement. Et en fait, la vie, c'est quelque chose, une information qui se sert de la matière, qui transforme la matière pour assurer sa pérennité et sa multiplication, sa complexification. Donc ce que je décris là, c'est une intuition, c'est un paradigme, c'est le paradigme de l'information, qui peut être d'ailleurs remis en question et discuté. Mais on va retrouver cette idée d'une information présente, cachée, dans la structure du vivant, dans la structure de la matière, derrière même, c'est la caverne de Platon qu'on retrouvera dans les films. Est-ce qu'il n'y a pas une réalité différente, cachée, derrière le réel, que ce que nous voyons est une illusion et nous ne voyons que les ombres sur la caverne, et il y aurait quelque chose d'autre derrière, et peut-être ce quelque chose d'autre caché derrière la matière, derrière le vivant, c'est l'information. Donc là, c'est pour ça que je me suis resté un petit instant sur l'ADN. Mais on ne va pas rester trop longtemps. Donc la vie se développe sur la Terre. Les millions d'années, milliards et millions d'années commencent à se succéder. Et on va avancer, on va suivre le petit chemin. Et on arrive dans la caverne. Apparition du Néandertal, l'homme de Néandertal. Et donc d'une pensée complexe. C'est-à-dire l'humanité, ce qui caractérise l'humanité, c'est du traitement de l'information à un niveau extrêmement élevé. Et on va arriver dans la grotte, dans les fameuses grottes préhistoriques. Et on arrive à l'apparition ici. Voilà, j'ai représenté ici la femme de Cro-Magnon. Alors c'est de l'humour parce qu'évidemment c'était l'homme de Cro-Magnon. On a trouvé, c'était le squelette d'un homme. Mais je me suis amusé à représenter la femme de Cro-Magnon. Et surtout un moment très important que vous voyez ici, qui est le moment où l'humanité s'entoure d'informations. C'est-à-dire il y a un moment dans l'histoire de l'humanité où on voit apparaître une information collective. C'est-à-dire autour de l'homme, il y a des images. On a les peintures rupestres, on avait certainement à l'époque de la musique, et très certainement toutes ces images qui apparaissent, dont on voit par exemple pour les cavernes, ce sont les prémices du cinéma, de nos systèmes immersifs. C'est-à-dire la grotte est immersive. On a des animaux qui sont présentés. Et il y a une chose qui est très importante qu'il faut bien penser par rapport aux peintures rupestres, c'est que les hommes des cavernes s'éclairaient avec des torches. Les hommes et les femmes des cavernes, d'ailleurs c'est certainement aussi des femmes qui ont peint ces images-là. Et les torches bougent, la flamme des torches bouge. Or, ils exploitaient les rondes bosses. Et donc, toutes ces images d'animaux rupestres, très certainement, bougeaient. Par illusion d'optique, à cause du mouvement des torches. Donc il y avait un côté vivant, qui était une animation déjà qui était donnée par la lumière utilisée pour les dessiner. Donc ce moment-là va être un peu formalisé par un penseur jésuite religieux qui s'appelle Pierre Teilhard de Chardin, et il dit on voit apparaître un moment dans l'histoire de l'humanité, qui est ce moment qu'il va appeler la noogenèse, la genèse du Noé. On voit apparaître un espace informationnel qui entoure l'humanité. Donc ce moment s'appelle la noogenèse. Teilhard de Chardin le situe au néolithique, à peu près moins 6000 ans. En réalité, c'est beaucoup plus ancien, c'est-à-dire c'est plutôt autour de moins 50 000 ans, moins 50 000 ans, que l'humanité commence à s'entourer d'un espace informationnel, qu'on voit apparaître un espace informationnel qui entoure l'humanité. On ne va pas s'attarder sur ce moment-là, et je vais directement aller vers les zones qui concernent les créatures artificielles. Et donc là, vous voyez, on vient d'émerger dans un nouveau niveau, qui est une représentation que j'ai faite de l'arche de Noé, la fameuse arche, qui d'ailleurs, justement, il n'y a pas que Noé qui l'a fabriquée, et je l'ai représentée, vous voyez, déjà ronde. Pourquoi elle est représentée ronde? Pourquoi je l'ai représentée ronde? Eh bien, on a découvert relativement récemment, à travers la traduction d'une tablette mésopotamienne, qui est reliée au mythe qu'on appelle le mythe d'Atrahasis, que dans la plus ancienne mythologie dont nous ayons une trace écrite. C'est important en termes plus ou moins scientifiques, c'est-à-dire que
On peut imaginer, effectivement, toutes ces légendes qui nous accompagnent, tous ces mythes qui nous accompagnent sont effectivement beaucoup plus anciens que moins 2500 ans ou moins 6000 ans. Mais on n'en a pas des traces historiques puisque ça s'est perdu, hein, ça n'a pas été formalisé. Et la plus ancienne trace écrite, donc formalisée, de nos mythes, ce sont les tablettes mésopotamiennes, les fameuses tablettes mésopotamiennes qui datent donc entre 2500, hein, on va trouver les éléments autour de 2500, et on pense que c'est la retranscription de contes et de mythes qui, eux, datent de moins 6000 ans. Et donc, dans ces tablettes, on a deux mythes très importants. On a le mythe d'Atrahasis, et dans le mythe d'Atrahasis, on va avoir une description de l'arche ronde. Donc, c'est intéressant de savoir que, déjà, le mythe de l'arche de Noé est présent dans notre plus ancienne mythologie. Et alors, le rapport entre cette mythologie et les créatures artificielles, c'est que déjà, dans la mythologie mésopotamienne, l'humain est décrit comme une créature artificielle. C'est-à-dire que nous sommes une créature artificielle créée par les dieux pour travailler à leur place, hein, dans le grand combat qui a opposé les dieux avant l'apparition de l'humanité. Dans notre mythologie, hein, il y avait les dieux qui travaillaient et les dieux qui ne travaillaient pas. Donc les dieux qui travaillaient en ont eu marre, ils se sont rebellés, ils se sont battus. Donc c'est l'épopée de Gilgamesh, c'est le grand combat. Puis à la fin, ils ont fini par dire, bon, on va arrêter de se taper dessus. Et il faut qu'on fabrique quelque chose, c'est l'humain, donc qui va travailler à notre place. Et c'est très important, il y a deux mythes qui apparaissent. Donc il y a la créature artificielle. L'humain est une créature artificielle fabriquée par les dieux à partir de la glaise, à partir de l'argile. Et l'humain est rendu mortel pour que nous n'entrions jamais en concurrence avec les dieux. C'est-à-dire qu'il y a aussi la notion d'immortalité. Dans les plus anciens mythes qui nous habitent, on a deux éléments fondamentaux qui sont déjà la notion d'immortalité, de mort, la relation à la mort, et le fait que nous soyons une créature artificielle. Alors, on va avancer un petit peu. Je m'arrête un petit peu justement sur ce mythe de l'Arche de Noé, parce que c'est un mythe que je considère comme étant structurel, que nous, artistes, nous, auteurs, parce qu'il faut penser que ces mythes, eh bien, c'est nous, les artistes, qui les transmettons. Hein, c'est-à-dire déjà à l'époque, c'était les conteurs, c'était les chamans, c'était les sorciers, mais c'était les bardes. Nous transmettions, notre travail était de retransmettre ces mythes-là. Et en tant qu'artiste, en tant qu'auteur, nous sommes sensibles à ces idées, à ces concepts-là, et nous aimons, nous savons ceux qui vont marcher, ceux qui ne marchent pas, et nous allons les retransmettre. Et donc le mythe de l'Arche de Noé, ce mythe-là est très puissant, puisqu'il est déjà présent dans nos plus anciens mythes, et il va se perpétuer. Se perpétuer à travers, par exemple, les mythes indiens. Hein, c'est-à-dire c'est Vishnu. Alors là aussi, c'est extrêmement intéressant quand on étudie le mythe de l'Arche de Noé dans la mythologie hindoue, c'est que c'est aussi le moment où apparaît le mot avatar, un mot très important dans notre modernité actuellement. Hein, l'avatar étant maintenant utilisé pour décrire ces créatures artificielles que sont nos avatars numériques, qu'on injecte, hein, dématérialisés. Nous avons une créature, nous fabriquons des créatures artificielles à notre image qui sont dématérialisées dans l'espace numérique, dans le cyberespace. Et donc le mot avatar apparaît dans la mythologie hindoue. Alors, l'histoire est très très belle et je l'aime beaucoup et je vais la présenter là. Alors, vous voyez, dans cette image, on voit que Vishnu, qui est à gauche avec tous ses quatre bras, bleus, avec ses quatre bras, Vishnu sort d'un poisson. On le voit représenté sortant d'un poisson. Lequel poisson, d'ailleurs, cette image du poisson joue un rôle important dans la mythologie plus tardive. Mais pourquoi Vishnu sort d'un poisson? L'histoire, c'est qu'on avait un disciple de Vishnu qui voit un petit poisson passer dans une rivière, qui semble fuir un danger. Donc il attrape le poisson. Il l'attrape dans ses mains pour le protéger. Et le poisson grandit. Donc du coup, il le met dans une jarre. Mais le poisson grandit encore. Donc il le met dans une baignoire, dans un lac. Le poisson continue de grandir et il finit par le ramener à la mer. Et là, le poisson, pour le gratifier, pour le remercier de l'avoir sauvé, apparaît sous la forme de Vishnu. Ce poisson, Mathias, était l'avatar. C'est Mathias, il faudrait que je vérifie son nom, mais c'était l'avatar de Vishnu sur Terre. Donc c'est pour ça que Vishnu est représenté comme sortant d'un poisson. Et là, Vishnu va dire quelque chose de très intéressant, va faire quelque chose d'amusant, de fondamental. Il va dire à son disciple, je suis en train de me battre avec un démon sous-marin, que vous voyez sur cette image, sur le côté droit. C'est une image datant, je crois, du XVIe siècle, qui appartient au British Museum. Et vous voyez, le démon est représenté sortant d'un coquillage. Et donc Vishnu va se battre
avec ce démon, et il explique à son disciple que la bagarre, la bataille qu'il va avoir avec ce démon, va provoquer un déluge, va détruire toute la vie sur la terre. Et donc, ce déluge, il va falloir fabriquer un arche. Il lui dit, il faut que tu fabriques un arche pour sauver chaque élément de chaque espèce, plantes, animaux, hein, pour permettre à la vie de perdurer après cette bataille que je vais livrer avec ce démon. Et donc, le disciple va construire l'arche, cette arche ronde, va amener tous les animaux, les plantes qu'il peut sur cette arche. Et il y a même, il semblerait, quelques versions où même Vishnu va sortir de l'océan parfois pour traîner l'arche et le sortir en dehors de la zone de combat. Ce mythe de l'arche qu'on va retrouver bien évidemment plus tard dans le mythe de l'arche de Noé, hein, qui est la continuité de la même histoire, je le mets en exergue parce que pour moi, vu de mon côté artistique, il met en évidence, il exprime quelque chose non pas qui s'est produit, hein, c'est-à-dire qu'il ne décrit pas quelque chose qui s'est produit. Le déluge lui-même, par exemple, c'est en fait les mythes apocalyptiques. Nous sommes d'ailleurs à une époque où nous vivons beaucoup dans le mythe apocalyptique. Hein. L'humanité va arriver à son extinction. Il y a plein d'éléments qui vont dans le sens du mythe apocalyptique, mais ces mythes apocalyptiques durent depuis très très longtemps. C'est surtout le mythe de l'arche. Et ce mythe de l'arche de Noé, ou de l'arche mésopotamienne, décrit quelque chose non pas qui est arrivé, mais je pense qui va arriver. C'est-à-dire qu'en fait, nous, artistes, nous reproduisons des histoires fortes, des histoires puissantes, qui vont influer collectivement sur la direction que prend l'humanité. Et l'arche qui va sauver le monde, l'arche qui va sauver la vie, eh bien, nous sommes en train de la construire. Nous sommes très précisément en train de fabriquer des stations spatiales, nous sommes en train de stocker l'ADN de toutes les espèces que l'on peut, et nous sommes très concrètement, et à l'échelle collective de l'humanité, nous sommes à notre époque en train de construire des arches destinées à sauver la vie. Et donc, j'ai tendance à penser intuitivement que pourquoi ces histoires d'arches, de sauver la vie sont si fortes? C'est parce que nous, artistes, nous reproduisons inconsciemment, de façon, je dirais, subliminale, des processus, de façon métaphorique, des processus inscrits dans la vie. C'est-à-dire nous traduisons l'évolution même du vivant sous la forme métaphorique de légendes et de contes ou de films qui nous parlent à tous. Pourquoi nous parlent-ils à tous aussi fortement? C'est parce que c'est la reproduction de choses que nous connaissons au sein même de notre système biologique. Hein, c'est-à-dire que ce que décrit l'arche, c'est précisément le mouvement d'expansion de la vie vers les étoiles. C'est-à-dire la vie est partie du microcosme pour aller vers le macrocosme. Elle est partie, on ne sait pas d'où vient la vie, mais on sait comment elle a évolué. Elle est partie d'un espace microscopique au fond de l'océan, ce que je vous ai montré dans le tableau précédent, et elle tend vers le macroscopique. La taille que nous avons actuellement, et c'est la taille en proportion d'une galaxie, d'un système solaire par rapport aux premiers organismes microscopiques qu'il y avait dans l'océan aux origines. Et donc, ce processus d'évolution du vivant, nous allons le traduire de façon subliminale, sous une forme métaphorique, c'est ça le travail de l'artiste, sous une forme métaphorique, sous la forme de contes, de légendes, de films, de scénarios. Et donc c'est pour ça que j'ai mis en exergue donc l'arche comme exemple de, je dirais, de tropisme cognitif inscrit dans notre pensée qui va influer globalement, collectivement, hein, ça va contribuer à influer sur l'orientation que prend l'humanité. Et actuellement, nous vivons une époque, c'est pour ça que ces éléments sont précurseurs de notre évolution, hein, précurseurs du monde, de l'orientation de l'humanité. Nous sommes actuellement donc influencés par nos grands mythes pour construire le devenir et de l'humanité et de la vie. Un des intérêts du No Museum, de ce dispositif-là, c'est que ce n'est pas, vous voyez, c'est pas du PowerPoint. Donc du coup, entre chaque tableau, et c'est un des intérêts pédagogiques, je vais me déplacer et on va aller au tableau suivant. Le fait de se déplacer crée des espèces de moments de pause, ce qu'il n'y a pas dans un PowerPoint où on passe brutalement d'un événement à l'autre, hein, d'une information à l'autre. Là, le fait de se déplacer, le cerveau, votre cerveau, se repose un instant, profite de cet instant pour fixer l'information. Et là, on va se déplacer et on va aller voir, j'ai fait un petit aparté sur les mythes, vous voyez. Et là, il y a on va changer, voilà, je change de caméra, je passe en caméra subjective. Et là, vous voyez un petit extrait de film qui m'a été prêté, en fait, par Marc Caro. C'est Astro Boy in Wonderland. Hein, c'est un documentaire qu'il a fait, où l'on voit, vous voyez, des Japonais
en train de faire ce qu'en Inde on appelle l'équivalent d'une puja, hein, c'est-à-dire qu'on va bénir une automobile. On va avoir une relation métaphysique à l'automobile. Et Marc Caro a fait un très très bon documentaire, Astro Boy in Wonderland, qui justement traite des robots, la relation des Japonais aux robots. Et en fait, pourquoi j'ai demandé à Marc de me prêter cet extrait que je vous montre là, qui est déjà très impressionnant. Vous voyez ce robot qui ouvre une cérémonie religieuse au Japon. C'est que, en fait, nous avons un problème lié à notre mythologie européenne. Alors là, vous voyez, j'ai représenté ici Adam et Ève avec des dessins de Hokusai, mélangés avec des dessins de Hokusai. C'est-à-dire que je confronte notre mythe d'Adam et Ève avec les mythes japonais. Alors, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire sur notre relation, justement, déjà sur l'image, la relation orientale à l'information, qui est beaucoup plus épurée. Le vide est beaucoup plus important en Orient, et aussi important que le plein en Orient, alors que nous, en Occident, nous avons des représentations où on remplit tout, hein, il y a de l'information partout. L'absence d'information est information dans la philosophie orientale, parce que c'est une philosophie plutôt de la globalité, à laquelle nous sommes devenus réceptifs, du fait que nous sommes passés, en prenant un point de vue inspiré de Marshall McLuhan, sur lequel on va revenir, qui est lié à l'écriture. L'écriture japonaise et orientale est idéographique. Donc on a des concepts, alors que notre écriture est séquentielle linéaire. Donc on a une relation à l'information et au monde qui est déterminée par notre écriture. Par exemple, si je vous dis la maison, vous avez un concept global, qui est la maison, qui apparaît dans la tête. Mais pour avoir ce concept qui apparaisse, vous devez suivre une séquence qui est la maison, de gauche à droite, de façon linéaire. La maison pris séparément ne signifie rien. C'est la lecture de gauche à droite dans un temps déterminé qui fait apparaître le concept de maison. Nous avons donc tendance à séquencer notre relation au monde et à la séquencer de gauche à droite. L'idéogramme de la maison, en Orient, c'est un dessin. Et donc, on voit dans l'idéogramme, immédiatement, il y a une association concept et représentation. Donc, la relation au monde, ça va déterminer, en particulier, ça va avoir, je pense, c'est la pensée de McLuhan, une influence déjà sur nos religions. Notre relation religieuse au monde est hiérarchisée, comme notre écriture, hein, comme notre lecture. D'ailleurs, on a dégommé les Celtes, hein, qui étaient de tradition orale, pour imposer la structure latine qui hiérarchise les choses. Alors justement, je reviens sur cette image. Ce qui est très intéressant dans notre mythologie, donc des religions révélées, parce que nous avons un héritage qui est des religions révélées en Europe, hein, qui sont le judaïsme, le christianisme, l'islam. Ces religions révélées, on les appelle révélées pourquoi? Parce qu'elles sont caractérisées par le fait que dans nos religions, Dieu se révèle à un humain, hein, qui sera soit Moïse, soit ça sera Jésus, qui est l'extension de Dieu lui-même sur terre, soit ça sera pour Mahomet, hein, pour l'islam, c'est l'archange Gabriel qui va lui dicter les tables. Donc il y a une révélation. Donc on appelle ça, ce corpus de religion, les religions révélées. Et dans les religions révélées, il y a un élément très important, justement, c'est toujours pour rejoindre la réflexion sur le rôle de nos mythes, hein, dans la structuration de notre relation au monde, le déterminisme généré par les mythes. Nous avons deux personnages très importants qui sont Adam et Ève. Et alors, même si on n'est pas religieux, on n'est pas ni chrétien, ni musulman, ni juif, on est imprégné par cette culture-là, du fait que nous vivons en Europe. Et dans la mythologie donc des religions révélées, Adam et Ève sont tout nus au paradis. Vous avez dû remarquer, hein, ils sont tout nus au paradis. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'outils. Hein. C'est les vêtements, les chaussures, les maisons sont des outils. Fondamentalement, l'humain sans outils n'existe pas. Nous avons besoin d'outils pour compenser nos faiblesses physiques, que les animaux n'ont en général pas autant besoin que nous. Et donc, Adam et Ève sont tout nus au paradis. Et non seulement ils sont tout nus, mais ils n'ont même pas Facebook. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de réseau social. Ils sont tout seuls avec les animaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond de nous, dans notre mythologie issue des religions, il y a une espèce de relation métaphysique au monde qui est induite, qui est que, quelque part, l'utilisation de technologies, c'est-à-dire d'outils, va pervertir quelque chose d'essentiel et de divin en nous. Nous sommes habités intuitivement, inconsciemment, dans notre civilisation,
par l'idée que l'utilisation d'un téléphone portable, d'un gadget, d'une voiture, de tous ces outils, nous éloignerait de quelque chose d'essentiel, qui appartiendrait, qui serait la partie justement divine de l'humain. Et c'est pour ça qu'on a aussi tout un tas de démarches liées au dénuement, hein, à la marche, au fait de s'affranchir de la dépendance aux outils. Il y a une culpabilité européenne, occidentale, je dirais, vis-à-vis des technologies, qui est sans doute héritée de ce mythe d'Adam et Ève. Alors pourquoi j'ai mis en exergue justement le Japon? Eh bien le Japon est intéressant parce que c'est une mythologie animiste. Et donc chez les Japonais, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'un objet, une rivière, une fontaine peut avoir une dimension métaphysique, peut être habité par des entités de nature métaphysique. Il n'y a donc pas de culpabilité vis-à-vis de l'utilisation de technologies. Voilà. Et donc c'est important à savoir parce qu'on va s'apercevoir quand vous allez étudier nos philosophes, hein, les réflexions qu'on peut avoir, les postures qu'il peut y avoir maintenant sur le fait que nous entrons dans une ère où les technologies sont extrêmement omniprésentes, extrêmement puissantes, de plus en plus puissantes autour de nous, où beaucoup de débats philosophiques vont induire de la part des philosophes, des penseurs de la modernité contemporaine européenne et française en particulier, cette posture qui est que quelque part, il y aurait quelque chose dans l'utilisation des technologies qui pourrait pervertir, nous faire perdre contact avec quelque chose de fondamental, qui est souvent d'ailleurs n'est jamais réellement formulé. Hein, c'est-à-dire qu'on a une posture morale induite de perte de valeurs essentielles. Ces valeurs essentielles, je pense, ce sont les valeurs essentielles qui sont issues des religions révélées, hein, qui sont l'essentiel de notre humanité, qui serait pervertie par l'utilisation technologique. Et c'est pour ça que je reviens au mythe d'Adam et Ève. Et en particulier, alors le pire de tous, c'est évidemment le robot. On va y arriver. Donc, nous allons maintenant aller au tableau suivant, donc toujours pour rejoindre ce voyage à travers les mythologies. Et voilà, et j'arrive à l'Antiquité. Nous quittons les technologies, j'arrive dans l'Antiquité. Donc je ne vais pas faire tous les tableaux parce que c'est le cours de 4 fois 3 heures, hein, 3 fois 3 heures, donc ça serait assez long. Là, vous voyez le temple d'Héron d'Alexandrie, un des premiers mécanismes, systèmes automatiques, hein, qui vont être créés par l'humanité. Je vais aller directement à un tableau que je pense important, un petit diorama diorama des galeries du No Museum, vous voyez. C'est l'Iliade, hein, c'est Héphaïstos, dieu grec de la technologie, décrit dans l'Iliade de Homère. Alors, vous voyez, je l'ai représenté ici, c'est on va dire une licence artistique, hein, c'est un traitement artistique. Vous voyez, vous avez entre 850 et 750 avant Jésus-Christ, on a le texte d'Homère de l'Iliade, où vous voyez, il y a Héphaïstos dans sa forge, avec à côté un robot, une créature gynoïde artificielle que j'ai représentée là. Et Héphaïstos, donc, c'est le dieu de la technologie, c'est Vulcain, c'est le dieu de la forge. La forge, c'est le plus haut niveau de la technologie de l'époque. Donc, Héphaïstos, c'est notre dieu, c'est le dieu de notre contemporanéité, hein, de notre époque. La technologie est extrêmement présente, et donc notre dieu, c'est Héphaïstos. Mais déjà à l'époque, c'est le dieu de la technologie. Puis d'ailleurs, c'est intéressant, hein, il est bossu, boiteux, il a été jeté du haut de l'Olympe. Et on a un texte extraordinaire, très très intéressant. Dans l'Iliade, on a le narrateur qui arrive, donc qui parle à la place de Thétis au pied d'argent. Elle arrive dans la demeure d'Héphaïstos. Donc on a déjà deux choses intéressantes dans ce texte. Elle le trouve. Vous voyez, je vais vous le lire. Cependant, à la demeure d'Héphaïstos arriva Thétis au pied d'argent, demeure impérissable, brillante comme un astre, remarquable parmi celles des immortels, faite de bronze que lui-même s'était fabriqué, le boiteux. Le boiteux, c'est Héphaïstos, parce que quand il a été jeté en haut de l'Olympe, il s'est cassé la jambe. Et n'empêche, hein, comme c'est le dieu de la technologie, il se fait Aphrodite. Hein. Pas n'importe qui, Aphrodite. Mais enfin, je dérive. Elle le trouva suant, tournant autour des soufflets, se hâtant. Il ne faisait pas moins de 20 trépieds pour les dresser contre le mur, autour d'une salle bien construite. Il plaçait on est en pleine science-fiction, là, on rentre dans le détail. Hein. Il plaçait des roulettes d'or sous la base de chacun pour que d'eux-mêmes, ils entrassent dans l'assemblée des dieux, l'Olympe, et revinssent dans la maison. Merveilleux spectacle.
Donc on a Thétis au pied d'argent qui arrive dans un texte d'Homère où Héphaïstos est en train de fabriquer des transdockers. Il est en train de fabriquer des transdockers circulaires avec 3 pieds, en plus c'est décrit, il a 3 pieds, des roulettes, et tout seul, les transdockers transportent les produits de la forge à l'Olympe. Donc on a une vision déjà de machine, de technologie automatique. Alors c'est les dieux, évidemment, c'est un processus qui est fait par les dieux, mais on voit déjà que Homère est habité par cette idée de fabriquer des mécanismes automatiques qui fonctionnent tout seuls. Mais non seulement ça, mais le texte le plus génial de cette partie-là, que tous les amateurs et lettrés de la science-fiction connaissent, c'est celui-ci. Et d'ailleurs, Isaac Asimov l'a mis en exergue dans la préface d'un de ses romans. Il suit et il arrive à... Avec une éponge, il s'essuya sa figure, ses mains, son cou, fort, sa poitrine velue. Il revêtit une tunique, prit un gros sceptre et marcha vers la porte en boitant. Des servantes s'empressaient pour soutenir le prince, toutes d'or, mais semblables à de jeunes vivantes. Elles ont un esprit dans leur diaphragme, elles ont la voix, la force, et les immortels leur ont appris à agir. On a une description de robots gynoïdes qui assistent Héphaïstos dans sa forge, c'est-à-dire des créatures artificielles faites d'or. Et on a même une description précise, très science-fiction, c'est-à-dire qu'elles ont un esprit, elles ont un cerveau dans leur diaphragme, elles ont la voix, la force, et les immortels leur ont appris à agir. On rentre dans le détail technique. C'est très intéressant ce personnage de robot gynoïde, puisqu'on a déjà encore l'apparition du mythe de la créature artificielle dans un de nos plus anciens textes, qui est l'Iliade. Et on a donc Homère qui fantasme qu'on a des femmes artificielles qui assistent Héphaïstos. Alors, le fait que ça soit des femmes artificielles, bien évidemment, on peut raccorder ça à l'objet sexuel, le robot sexuel qu'on retrouvera dans notre histoire plus tard, la femme gynoïde. Mais il faut penser qu'à l'époque, la femme, c'est aussi celle qui fait les enfants. C'est la reproductrice. Donc est induit, à travers l'image de femmes robots, de femmes automates, de machines, l'idée de machines qui pourraient se reproduire. On a déjà encore un des éléments les plus fondamentaux des spéculations contemporaines, c'est cette idée qu'un jour, bientôt d'ailleurs, on va peut-être réussir à fabriquer des intelligences artificielles capables de se reproduire elles-mêmes en plus perfectionnées. Ce mythe-là est déjà présent dans l'Iliade. Ce qui vient conforter mon intuition artistique, de dire, nous artistes, nous auteurs, créateurs, scénaristes, nous reproduisons, nous transmettons des mèmes, alors on va l'aborder un peu plus tard, ce qu'on appelle des mèmes, c'est-à-dire des idées, des concepts qui sont vus comme des entités vivantes. Nous imprégnons de ces mèmes, c'est-à-dire cette idée de la femme artificielle est un mème extrêmement puissant, la créature artificielle elle-même est un mème, c'est-à-dire une entité vivante, informationnelle, que nous, artistes, nous captons, et que nous retransmettons massivement à travers nos œuvres, à travers nos textes, à travers nos pièces de théâtre, à travers nos films, à travers nos jeux vidéo. Et ces mèmes vont imprégner l'humanité et accompagnent l'humanité. Donc c'est la version, donc les mèmes, la notion de mème, on va y arriver, c'est Richard Dawkins, c'est-à-dire que c'est un concept qui est né d'un généticien qui est d'ailleurs aussi un anticréationniste athée militant. Donc c'est aussi intéressant puisqu'il va rejoindre les intuitions de Teilhard de Chardin, qui lui était un religieux, sur cette idée que je développe, que la créature artificielle, le robot, est un des mèmes les plus puissants qui habitent l'humanité. Alors, qu'est-ce qu'il exprime ? Je pense qu'il exprime, pareil, ce tropisme de la vie à assurer sa pérennité. C'est-à-dire que la créature artificielle, nous sommes investis humains de cette idée de perpétuer la vie. Nous allons créer la vie, mais pas seulement en se reproduisant biologiquement, comme le système l'a mis en place, mais aussi en fabriquant, en inventant une nouvelle intelligence, une nouvelle forme de vie qui prolongera la vie et qui lui permettra en particulier d'atteindre l'espace, puisque, a priori, notre système biologique n'est pas capable de survivre dans l'espace. Et peut-être que nous sommes en train de préparer l'expansion du vivant en dehors du système solaire. Donc ça, c'était le Héphaïstos, la forge d'Héphaïstos. Donc nous reprenons notre petite pérégrination noosphérique à travers le Noomuséum. Là, je ne vais pas m'y attarder parce que ce sont des choses connues, c'est le golem. Là, c'est Gutenberg qui invente... Alors justement, qu'est-ce qu'il a inventé, Gutenberg ?
Alors Gutenberg, vous allez me dire, ah bah Gutenberg, il a inventé l'imprimerie. Mais vous n'y êtes pas du tout. Gutenberg n'a pas inventé l'imprimerie. Les Chinois l'ont inventé à peu près 80 ans avant Gutenberg, hein, avec le caractère mobile, etc. Non, ce que Gutenberg a inventé, c'est la faillite éditoriale. C'est-à-dire qu'en fait, la première Bible qu'il imprime est une faillite. Elle ne se vend pas et il doit s'enfuir pour échapper à ses investisseurs. C'est-à-dire qu'il a l'idée, il a des investisseurs, ça coûte extrêmement cher de fabriquer la première imprimerie. Et en fait, par humour, j'ai tendance à dire, Gutenberg, ce qu'il invente, ce que connaissent bien tous les éditeurs, c'est la faillite éditoriale. Et ce sont ses propres investisseurs qui reprendront l'imprimerie, qui sortiront une deuxième Bible, qui, elle, à l'époque, sera un best-seller. Donc ça, c'était une petite aparté humoristique sur Gutenberg. Je vous montre vite fait une zone que je n'aborderai pas là, mais sur laquelle je pourrais éventuellement revenir dans un autre MOOC, mais qui, je vous signale qu'il est là. Donc vous voyez, le bateau violon, mon bateau violon est accosté là sur l'Antiquité. Il est à quai sur la grande ligne qui remonte sur l'Antiquité. Et là, c'est Descartes. Descartes qui est très très intéressant parce que il va influer notre monde contemporain, et en particulier c'est celui qui va générer cette pensée, cette philosophie qui est le machinisme. Et il y a une légende autour de Descartes, que Descartes aurait été accompagné parce qu'il était fan d'automates, Descartes, hein, qu'il aurait été accompagné à un moment de sa vie par une femme automate, par une servante automate du nom de Francine. Mais on y reviendra, on y reviendra. C'était juste pour vous signaler que Descartes est un sujet à part entière qui peut prendre assez longtemps. Et je vais aller maintenant à une des galeries les plus importantes du No Museum, qui est la galerie des Ménines.